Mela? On me demande parfois ce que ça fait de souffrir d'une encéphalomyélite myalgique grave. Pour moi, c'est comme de marcher seul dans un tunnel froid, sombre et inhospitalier. Au début, on se dit qu'on va en sortir, que d'ici 2 semaines, ça ira mieux. Mais en avançant, on se rend compte que ce tunnel est très long. Il a peut-être une issue, mais il paraît interminable. Et parfois, on n'a même plus la force de faire 2 pas de plus. Souvent, je me demande comment tu tiens, Rosa. Il faut s'imaginer, c'est comme si elle était sourde et aveugle, avec en plus des douleurs et des nausées qui l'obligent à rester allongée, immobile. Je n'aurais jamais cru qu'une maladie pareille puisse exister. On se sent mourir, mais on ne meurt pas. On aimerait vivre, mais la situation ne fait qu'empirer. Et on est complètement dépendant de son entourage. Rosa a 15 ans lorsqu'elle contracte une infection au SARS-CoV-2. Elle fait partie des 36 millions de personnes touchées par un Covid long dans la région européenne, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les plus lourdement atteintes ne peuvent même plus quitter leur lit, en raison de maladies multisystémiques qui touchent plusieurs organes ou tissus. Les symptômes recoupent ceux de l'EM-SFC, encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique. En manque d'études, de soins et de reconnaissance parfois depuis plusieurs décennies, ces malades sont comme effacés de la vie. L'urgence est réelle. Carsten Lucke l'a compris. Député européen jusqu'en 2024, il a fait partie de la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19 mise en place par le Parlement européen. Pendant la pandémie, on a su réagir rapidement, prendre des initiatives, mobiliser les moyens et les ressources nécessaires. Maintenant que la pandémie semble derrière nous, on se retrouve avec des millions de personnes invalides. Ce sont des victimes collatérales qu'on a oubliées. Le chantier est énorme, mais il faut que les députés et les médias maintiennent le sujet dans le débat public pour qu'on obtienne peu à peu des résultats. Sinon, on en sera au même point qu'avec le MSFC, une maladie qu'on connaît depuis 40 ans, mais sur laquelle on n'a pas avancé. C'est bien sûr ce qu'il faut éviter à tout prix.
C'est extrêmement difficile d'expliquer ce qu'on vit dans sa chair quand on ne sent plus son corps, que les fonctions physiologiques lâchent, qu'on a perdu son identité, son travail, ses amis, tout ce qui faisait la vie d'avant. Je me déplaçais souvent pour mes projets de films et je voyais beaucoup de monde. Mon quotidien était aux antipodes de ce que je fais actuellement. J'ai longtemps pensé que je n'avais pas eu de chance, que j'étais tombée malade pour une raison inexplicable. Et c'était comme ça. Mais grâce aux réseaux sociaux, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à n'avoir pas eu de chance. Il y a des millions de personnes dans le monde qui vivent la même situation désespérée, qui cherchent un traitement, des infos, des études, qui contactent des chercheurs et d'autres malades. Tu devrais refermer la porte-fenêtre. J'ai rencontré Sybille en 2020 pour un précédent film sur l'encéphalomyélite myalgique et le syndrome de fatigue chronique. J'ai du mal à comprendre qu'en Europe, des malades chroniques puissent se retrouver abandonnés par le corps médical sans soins ni traitement. Comment en est-on arrivé là? J'échange avec d'autres malades sur les réseaux sociaux. Atteints de pathologies graves et complexes, ils veulent savoir pourquoi leur détresse est ignorée depuis des décennies. De fait, ce manque d'écoute est un scandale. Nous essayons d'ouvrir le dialogue avec les politiques. Nous discutons entre patients, ainsi qu'avec des médecins et des scientifiques. Pendant que je mène l'enquête de chez moi, Daniela part sur le terrain. Première mission, comprendre ce qu'est le MSFC et ce qui la déclenche. Pourquoi les maladies multisystémiques sont-elles aussi méconnues du corps médical? Des chercheurs du monde entier les étudient pourtant. C'est le cas de Mike Van Elzacker, neuroscientifique, et d'Amy Prohl, microbiologiste. Ils ont créé ensemble la fondation Polybio pour financer des recherches sur certains syndromes post-infectieux tels que le Covid long, la maladie de Lyme ou l'EMSFC. Les initiales EMSFC combinent deux choses. EM, pour encéphalomyélite myalgique, est le nom historique. SFC, syndrome de fatigue chronique, est une appellation adoptée aux États-Unis dans les années 1980, après l'apparition d'un foyer de maladies infectieuses dans le Nevada. Depuis, on associe ces deux termes. De fait, l'encéphalomyélite myalgique correspond à une liste de symptômes. Il s'agit donc d'un diagnostic syndromique qu'on établit dès lors qu'on identifie un certain nombre de signes chez le patient. Ce n'est pas un diagnostic qui repose sur la recherche des causes. Parmi les symptômes de l'EMSFC figurent des troubles cognitifs, des douleurs musculaires, articulaires et neuropathiques, ainsi que des maux de tête. Des symptômes grippaux, une faiblesse musculaire, des problèmes gastro-intestinaux, de graves troubles cardiovasculaires, un sommeil peu réparateur et un épuisement constant. Le signe qui ne trompe pas, c'est l'aggravation souvent brutale de l'état du patient après un effort intellectuel ou physique. L'organisme n'est plus en mesure de produire de l'énergie. On parle de malaise post-effort ou de crash. Les malades ne peuvent plus rien faire. Les plus atteints se retrouvent cloués au lit, incapables de parler ou d'avaler quoi que ce soit. L'élément déclencheur peut être une infection, un accident, un vaccin ou un médicament. Comment se fait-il qu'on ait souvent affaire à une sorte de cocktail d'infections simultanées? Une personne atteinte d'une infection virale ou bactérienne risque de développer certains de ces symptômes et de se voir diagnostiquer une EMSFC. Et une infection persistante dans l'organisme, les tissus ou le cerveau peut être un facteur de déclenchement important de la maladie. Ce qui nous semble très important dans le cadre de nos recherches, c'est de mettre au point et d'utiliser davantage de technologies permettant d'identifier ces agents pathogènes chez les patients.
afin de comprendre quelles infections jouent un rôle dans les symptômes qu'ils développent. À mes yeux, il ne s'agit pas d'une maladie unique. Toutes les personnes diagnostiquées n'ont pas le même problème. Tout dépend de la manière dont la maladie apparaît. Est-ce qu'elle commence par un virus Epstein-Barr, par une infection au Covid, par un événement traumatique ou un accident de voiture? Selon moi, il y a plusieurs cas de figure. Mais mon avis ne fait pas consensus. Au début, j'ai eu du mal à comprendre ce qui m'arrivait. Je me suis enfermée sans m'en rendre compte dans une spirale cauchemardesque, inimaginable pour une personne en bonne santé. Pourquoi cette litanie de symptômes, ces cris dans ma tête, ce rythme cardiaque qui s'emballe? Pourquoi cet essoufflement permanent, la faiblesse musculaire, les tremblements intérieurs, les violentes douleurs neuropathiques, les sensations de brûlure dans tout le corps, comme si du poison ou du courant circulait dans mes veines. Et la douleur qui s'immisce jusque dans chaque cellule. Une question me hante. Que s'est-il passé exactement avant l'apparition des symptômes? Je me souviens m'être réveillé en pleine nuit avec l'impression que j'allais mourir, que mon cœur allait lâcher. Il était monté d'un coup à 140-150 battements par minute. Une éruption cutanée est apparue sur mon visage et mon cuir chevelu. C'était horrible. Ça me brûlait de partout. Comme il neigeait, j'étais même allé poser mon visage dans la neige pour me soulager un peu. J'avais des envies de suicide. Assad Khan est pneumologue. En 2020, pendant la pandémie, il est affecté aux urgences. C'est là qu'il contracte le Covid, dont il ne guérit pas. Après plusieurs réinfections, puis un vaccin, il atteint le point de rupture. Je prends contact avec lui lorsqu'il témoigne dans les médias. J'attendais la mort dans cette chambre. Je ne pouvais plus tenir. J'ai appelé l'association d'aide au suicide Dignitas à Zurich. Mais quand ils ont répondu, je me suis dit « Non, ce n'est pas le moment. Les enfants sont encore petits. Je dois tenir jusqu'à leur majorité et à ce moment-là, si je suis toujours dans le même état, je pourrais décider de mourir. » Il y avait des gens qui me croyaient, d'autres qui me disaient que c'était psychologique ou que ça finirait par aller mieux. Mais qu'est-ce qu'ils en savaient? Il m'a fallu un moment pour cerner la gravité de la situation. J'ai dû échanger avec d'autres malades, lire des études et me familiariser avec l'histoire de l'EM-SFC pour comprendre qu'il s'agissait d'une vraie maladie, complexe et multisystémique. On nous dit qu'on ne trouve rien de probant chez les personnes atteintes. Ou bien on nous dit qu'on psychologise la maladie. En l'absence de biomarqueurs ou d'autres signes, on décrète que les patients sont tous des malades mentaux. J'ai compris qu'il fallait que je trouve des éléments objectifs prouvant que mon état physique se dégradait à grande vitesse. Et j'ai commencé à chercher. Dans mon cas, il y a eu plusieurs déclencheurs potentiels. Une infection ancienne au paludisme, la réactivation d'un herpès, un test positif à la maladie de Lyme, mais aussi des complications jamais traitées dues à des médicaments. Des antibiotiques néfastes comme le métronidazole et les fluoroquinolones, ravageurs pour les cellules. Sans oublier une instabilité crânio-cervicale. Pour obtenir ce diagnostic, j'ai dû aller consulter un expert à l'étranger, ce qui a été très compliqué vu mon état. Chez les personnes atteintes d'instabilité crânio-cervicale, pour simplifier, c'est le ligament à la jonction du crâne et du cou qui se dégrade. Bien souvent, ces mêmes patients ont aussi plus largement des problèmes de tissu conjonctif. Le point intéressant pour une microbiologiste, c'est qu'un grand nombre d'agents pathogènes bien connus présentent des mécanismes capables d'endommager les tissus conjonctifs. L'instabilité crânio-cervicale doit donc faire l'objet de recherches plus approfondies.
Je peux avoir l'impression d'être à l'agonie, comme je peux passer une bonne journée. Tout est possible. Ce que j'ai en permanence, c'est une hypersensibilité au bruit et un mal de tête comme une alarme tonitruante. Jamais je ne retrouve mes sensations cérébrales normales. Tout a déraillé après le vaccin anti-Covid. J'étais ravie de pouvoir me faire vacciner. J'y allais avec un a priori positif. Mais il faut bien dire que dans les 2 semaines qui ont suivi, mon état n'a cessé de se détériorer. Mes jambes ne répondaient plus. Je ne pouvais pratiquement plus manger. J'ai fini à l'hôpital où on a écarté toutes les options possibles et où on m'a fait une ponction lombaire. L'encéphalomyélite myalgique s'est encore aggravée. Là, ça fait 1 an et demi que je n'ai pas quitté mon lit. Judith cumule un syndrome de tachycardie orthostatique posturale, un syndrome d'activation mastocytaire, des fuites de liquide cérébrospinal et une EM-SFC. Nous échangeons par messages vocaux, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés. C'est son compagnon qui filme son quotidien pour nous. Elle vit chez ses parents qui s'occupent d'elle dans le nord de l'Autriche. Et je vais la voir toutes les 2 ou 3 semaines. Je suis le seul qu'elle tolère un certain temps dans sa chambre. Elle ne supporte personne d'autre. Ses parents ne peuvent entrer que quelques instants pour assurer le minimum vital. Lui apporter à manger, vider les toilettes ou échanger quelques phrases avec elle. C'est tout. C'est traumatisant de tout perdre. Son autonomie, sa vie d'avant, la capacité de manger, de bouger et de réfléchir normalement. Les activités créatives sont devenues un ancrage essentiel pour moi, qui m'aide à m'accrocher à la vie. Le MSFC pose aussi des questions de société. Comment veut-on traiter collectivement les personnes souffrant d'une invalidité grave? Nous tenons à aborder ce thème sous l'angle artistique, pour sensibiliser un public plus large. L'EM-SFC est classé parmi les maladies neurologiques par l'OMS depuis 1969. Je ne comprends pas qu'on la considère encore comme un problème psychosomatique et que la neurologie ne s'en empare pas. Il existe une littérature scientifique qui montre que la maladie pèse lourdement sur les patients, que leur qualité de vie se dégrade beaucoup plus qu'avec d'autres affections, qu'ils sont incapables de travailler. Les études comparatives indiquent que l'EM-SFC est l'une des affections les plus graves qui soient. Mais les malades n'arrivent pas à se faire entendre. Pour les personnes touchées, c'est traumatisant de ne pas être pris au sérieux par son médecin ou de s'entendre dire « il faut vous forcer un peu, mettez-vous au footing et ça ira mieux ». Vous lui dites « mon corps est en miettes, j'ai 136 symptômes différents, quel est le lien entre eux ? Par où prendre le problème ? Comment je peux me faire traiter ?» Et le médecin vous répond « non, vous n'avez rien ». C'est une forme de manipulation assez vicieuse, qui a aussi une dimension politique. Le problème n'est pas seulement qu'on connaît mal ces maladies et qu'il faudrait les étudier. C'est aussi, selon moi, une question éminemment politique. D'autres tableaux cliniques multisystémiques, avec des déclencheurs variés, sont également ignorés. Ils recoupent parfois celui de l'EM-SFC. La neuropathie des petites fibres, ou NPF, est une atteinte des terminaisons nerveuses. Elle se manifeste par d'intenses douleurs, rappelant des brûlures dans les muqueuses, les muscles, les organes et le cerveau. Le syndrome d'activation mastocytaire, SAMA, c'est une hyperactivité chronique des mastocytes qui déclenche une série de processus inflammatoires. Les syndromes d'Ehlers-Danlos, SED,
des maladies du tissu conjonctif. Elle provoque une hypermobilité des articulations et des troubles musculo-squelettiques. L'instabilité crânio-cervicale, CCI. Elle fait peser une pression sur le tronc cérébral, la moelle épinière, les nerfs et les vaisseaux. Le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, ou STOP. Il est dû à une mauvaise régulation du système nerveux autonome. Je vais essayer de me lever. Il faudra peut-être que Daniela me soutienne si je ne tiens pas debout. Mon pouls est déjà à 94. Ça monte et ça continue. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Je le sens. Je sens ton pouls. Ouais. Ce genre de choses me complique vraiment la vie. C'est pour ça que je passe mes journées allongées. J'ai l'impression d'avoir des punaises ou des petits clous plantés partout dans les pieds, comme des éclats de verre qui circulent à l'intérieur. Regarde, j'ai les pieds violacés et je n'ai plus de sang dans la tête. Et aucun médecin ne comprend ça, alors qu'il suffirait d'un test en position debout. J'ai la tête qui tourne, l'impression que mon corps se désintègre. C'est le STOP. C'est lié aux petites fibres et ça mériterait des études approfondies comme l'EMSFC. C'est un dysfonctionnement total du système nerveux autonome, y compris de ces petites fibres qui sont dégradées. Et tout ça n'a rien à voir avec de la fatigue. Qu'est-ce que ça m'énerve, ça? Quel est le rapport entre mon état et la fatigue? Il n'y en a vraiment aucun. Je pense que le problème vient notamment du fait qu'on a regroupé différentes formes de maladies sous une même étiquette. Et on a décidé que cette étiquette était une énigme. Malheureusement, beaucoup de médecins estiment que ça les dispense d'essayer de comprendre pourquoi leur patient ne va pas bien, ce qu'ils seraient naturellement enclins à faire en temps normal. Honnêtement, je dis souvent aux malades qui vont consulter pour la première fois, ne dites pas au médecin que vous avez une EM. Décrivez sincèrement et précisément vos symptômes, racontez comment ils sont apparus, mais ne dites pas que vous êtes atteint de cette affection mystérieuse, parce qu'il vous répondra qu'il ne sait pas ce que c'est. Comment en est-on arrivé à la considérer comme mystérieuse? Pourquoi est-elle aussi méconnue du corps médical? Nous sommes dans l'État de New York pour rencontrer une journaliste américaine de renom. Hilary Johnson a étudié de près l'histoire de l'EMSFC. Dans les années 1980, elle signe des articles pour de grands titres comme Women's Wear Daily, Life ou encore le magazine musical Rolling Stone. En 1996, elle publie un livre, Dans le labyrinthe du syndrome de fatigue chronique. Je me suis concentrée sur une poignée de scientifiques qui tentaient réellement de comprendre d'où venait l'encéphalomyélite myalgique. Ils croyaient tous à une cause unique, un virus, un agent pathogène spécifique. Certains m'ont dit, si vous sollicitez des financements publics en vue de faire des recherches sur l'agent pathogène de l'EMSFC, vous n'obtiendrez rien. Hilary Johnson était elle-même tombée gravement malade en 1985. À l'époque, elle se retrouve dans l'impossibilité de travailler et aucun médecin ne semble pouvoir l'aider. Quelques mois plus tard, dans un article du Los Angeles Times qui relate une épidémie virale survenue dans le Nevada, elle reconnaît ses symptômes. Elle se lance dans des recherches et publie 2 longues enquêtes. Les articles dans Rolling Stone ont été un pavé dans la mare. Ils ont permis de mettre le sujet sur la table avec la force de frappe d'un média national.
A mystery disease has struck the town of Incline Village, Nevada, a disease for which doctors have no cure. En juillet, on dénombrait plus de 200 patients. Non seulement ils ne guérissaient pas, mais leur maladie évoluait vers autre chose. Ils se disaient affaiblis en raison d'une fatigue extrême et se plaignaient de troubles cognitifs étranges. De toute évidence, on était en terrain inconnu et on allait avoir besoin d'aide pour essayer de comprendre ce qui se passait. Dr. William Reeves, the man in charge of investigating chronic fatigue for the CDC, told us over the phone that 1, there is no viral cause for this problem, 2, there are no immune system abnormalities in patients with chronic fatigue, and 3, there are no clusters. So when asked about the illness at Lake Tahoe, he said that was hysteria. L'épidémie d'Incline Village, au bord du lac Tahoe, dans le Nevada, n'est pas la première du genre. Avant les années 1980, au moins 63 événements similaires de grande ampleur ont été recensés dans le monde. En 1934, 198 employés d'un hôpital de Los Angeles tombent malades, des femmes en grande majorité. On évoque une polio atypique. En 1955, dans un hôpital de Londres, ce sont à nouveau presque uniquement des femmes qui sont touchées. Des psychiatres parlent d'hystérie collective. À la fin des années 1980, les autorités américaines de santé publique envoient des experts dans la région du lac Tahoe pour approfondir la question. S'ils n'identifient pas de virus déclencheur, ils trouvent une nouvelle appellation pour la maladie. L'encéphalomyélite myalgique devient l'EMSFC pour syndrome de fatigue chronique, car l'épuisement est le principal symptôme évoqué par les patients. EM/SFC. Pourquoi ce changement d'appellation? C'est une décision politique. Les responsables savaient que cette maladie apparue au début des années 1980 était l'encéphalomyélite myalgique. Mais ils craignaient de terroriser la population. En écrivant ce livre, j'ai compris que la plupart des fonctionnaires de santé publique de ce pays estiment que leur mission est d'éviter toute panique dans l'opinion publique. Avec le recul, je trouve que c'est un très mauvais nom. Je regrette d'avoir participé à son adoption, parce qu'il minimise l'état de souffrance et d'affaiblissement que vivent les patients. Cette appellation va conduire le monde médical à sous-estimer la gravité de la maladie, aujourd'hui encore. D'autres affections dont le tableau clinique recoupe celui de l'EM sont également ignorées, voire psychologisées. Le 12 mai marque la journée internationale de sensibilisation à l'EM. Les malades et leurs représentants tentent d'attirer l'attention sur leur détresse par une manifestation couchée. On s'est moqué de moi, on m'a humilié. Quand j'ai cherché de l'aide, on m'a conseillé d'apprendre à accepter mes échecs. Le vrai scandale, c'est que certains médecins doutent de l'existence même de l'EMSFC. Ce qui me révolte dans la manière dont est perçue et traitée l'encéphalomyélite myalgique, c'est la psychologisation de l'EM. Alors que les symptômes... Comme c'est une maladie sujette à controverse et énigmatique, on parle d'hystérie, comme au Moyen-Âge. La pièce tournait comme un manège. J'ai passé 20 minutes allongée par terre et ça continuait. Les vertiges, les muscles raides, etc. C'était l'enfer. Les défaillances neurologiques aiguës, la sensation d'étourdissement, le brouillard cérébral. Tous les symptômes se sont aggravés avec le temps. C'était un engrenage sans fin. Quand je pense à l'avenir, j'ai peur. D'une part parce que j'ai peur que mon état empire ou que ça n'aille pas mieux. La manifestation à Berlin coïncide avec un congrès sur l'EMSFC organisé par Carmen Scheibenbogen, chercheuse de renom spécialiste de la maladie. Avec la multiplication des cas de Covid long, les participants espèrent un regain d'intérêt pour leurs projets de recherche et des financements pour leurs études. Des scientifiques du monde entier sont venus présenter leurs travaux.
Parmi eux, le virologue Bhupesh Prousti. Merci Carmen d'avoir organisé cette rencontre. Je vais vous parler de la dysfonction mitochondriale et des herpès virus, mon domaine de prédilection, et puis un peu d'auto-immunité et des liens de tout ça avec le MSFC. Bhupesh Prousti a analysé mon sang. Il étudie les herpès virus, capables de détruire les mitochondries lors de leur réactivation, ainsi que les protéines nocives libérées à cette occasion. Nous avons besoin de mitochondries saines pour être performants. Elles sont les centrales électriques de nos cellules. Voici des mitochondries fortement endommagées. On voit qu'elles se sont désintégrées, qu'elles ne sont plus reliées entre elles. C'est ce qu'on observe chez certains patients gravement malades, atteints de MSFC. Dans une cellule saine, vous voyez que les mitochondries sont toujours interconnectées. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à l'EMSFC. De nombreux travaux avaient vu le jour au cours des 30 années précédentes, sans grand bénéfice pour les patients. Mais ces résultats expérimentaux m'ont beaucoup servi, puisqu'ils m'ont permis de savoir dans quelle direction il fallait que je poursuive. C'est le socle de notre travail actuel. Au début des années 1990, des recherches menées par des neurologues de l'université de Glasgow avaient déjà mis en évidence une perturbation de la fonction mitochondriale chez les personnes atteintes de MSFC. Mais leurs conclusions sont passées inaperçues. En revanche, des psychiatres britanniques ont largement diffusé l'idée que le MSFC serait d'origine psychologique et pourrait être guéri grâce aux thérapies comportementales. L'étude de Glasgow finit par être exhumée des archives nationales et rendue publique en 2011, après l'intervention d'une avocate. Sarah Boothby l'a scrutée à la loupe. Elle a perdu sa fille Maeve d'une encéphalomyélite myalgique. Cet article a été publié en août 1991. Les données étaient donc antérieures. C'est une étude solide. Les auteurs avaient décelé au microscope un dysfonctionnement des mitochondries qui altèrent les muscles. Le phénomène a donc été mis en évidence en laboratoire et étayé dans un papier de 1991. 1991. En 2021, les médecins se retrouvent avec une patiente en chair et en os face à eux et ils n'y croient toujours pas. Ils la laissent mourir. Maeve, la fille de Sarah, contracte à l'âge de 12 ans une infection virale d'origine inconnue dont elle ne se remettra jamais. Au fil des années, sa santé se dégrade. En 2021, elle est tellement faible qu'elle ne peut plus s'asseoir et peine à s'alimenter. Sarah l'emmène à l'hôpital 3 fois au total. Mais les médecins ne savent pas comment traiter la maladie. Maeve était dans une chambre là-haut avec les rideaux tirés. À son arrivée, on nous avait dit qu'elle serait alimentée par sonde et qu'elle rentrerait à la maison dès que possible. On a attendu des semaines et des semaines, mais son état n'a pas cessé d'empirer. On lui a refusé les soins palliatifs. Elle était mourante et j'étais seule pour m'occuper d'elle. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais on ne peut pas parler de sa propre mort avec sa mère. C'est trop dur. On a quand même réussi à en parler. J'aurais voulu qu'elle se confie à quelqu'un qui avait l'habitude de s'entretenir avec des malades en phase terminale, pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle ne pouvait peut-être pas me dire, parce qu'elle m'aimait et qu'elle ne voulait pas me faire souffrir. Un jour, je suis allée la voir et elle m'a demandé « Tu as pleuré ?» J'ai répondu « Excuse-moi, mais comment ne pas pleurer ? Je ne suis pas assez forte. C'est horrible. Je ne veux pas que tu meures. Et je sais que tu n'y peux rien. Pourquoi on laisse les familles dans cette souffrance? C'est tellement cruel.
Tout ça parce qu'on ne les croit pas. On peut faire une pause. Oui, ça me révolte. Maeve s'est éteinte chez elle le 3 octobre 2021, dans les bras de sa mère. Elle avait 27 ans. Il aurait mieux valu que Maeve ait un cancer comme moi. Ça fait 12 ans que je suis malade, mais les traitements s'améliorent. On investit énormément d'argent et d'énergie dans la lutte contre le cancer, partout dans le monde. Le MSFC touche probablement des millions de personnes sur la planète, et pourtant la recherche est quasi inexistante. On ignore combien de patients sont atteints, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance. Rien n'est fait, ne serait-ce que pour comprendre la maladie, et a fortiori la guérir. Elle aurait pu bénéficier d'un traitement, comme n'importe quel autre patient. Mais comme le diagnostic de l'encéphalomyélite myalgique a été occulté par l'étiquette « syndrome de fatigue chronique », les médecins pensaient qu'elle se remettrait comme par miracle. Les journaux relaient et amplifient des cas de guérison sensationnelle ici et dans le monde entier. On les prend pour argent comptant, tout le monde y croit. Tout le monde croit à ce mensonge. Peu avant sa mort, Maeve écrivait dans une lettre « Mon seul espoir réside dans la recherche biomédicale. Mais pour qu'elle obtienne les financements nécessaires, le corps médical doit d'abord arrêter de se fourvoyer en voulant guérir l'EM par les thérapies comportementales. » Le sous-financement de la recherche est tout aussi criant en France et en Allemagne. Or, le temps presse. Entre les victimes de Covid long et de syndrome post-vaccinal, le nombre de patients atteints de maladies chroniques est à la hausse. Au printemps 2023, une manifestation silencieuse a lieu devant le ministère allemand de l'Éducation et de la Recherche. Elle est organisée par un collectif de patients qui veut ouvrir le dialogue avec la ministre d'alors, Bettina Stark-Watzinger. Mais elle ne vient pas à leur rencontre. Madame la ministre, je m'appelle Jacob, j'ai 12 ans et j'habite dans le Brandebourg. Depuis 1 an et demi, j'ai une maladie appelée EM-SFC. Je me suis mis à avoir des douleurs et à me sentir trop mal pour faire du sport. Au début, j'allais encore à l'école, difficilement. Mais maintenant, même plus. Je vois très peu mes amis et je passe presque tout mon temps à la maison. Je ne sais plus ce que c'est d'être en bonne santé. Je ne demande qu'à retourner à l'école. C'est la seule façon pour moi d'apprendre un métier pour plus tard. J'aimerais qu'il existe un traitement ou un médicament pour moi. Mes parents disent qu'il faudrait que le gouvernement donne beaucoup plus d'argent pour la recherche et que c'est votre domaine. Voilà pourquoi je vous demande votre aide de tout mon cœur. Parce que je voudrais vraiment retrouver enfin une vie normale. Bien cordialement, Jacob. Comme Jacob, environ 80 000 enfants et adolescents en Allemagne sont atteints de MSFC. Dans son cas, c'est sans doute la réactivation d'un virus Epstein-Barr qui est à l'origine de son état, peut-être doublé d'un Lyme chronique. Plusieurs points d'interrogation subsistent. En bas, c'est mes copains qui jouent au foot et qui ont l'air heureux. Et moi, je me suis dessinée plusieurs fois
à différents moments de la journée. Quand je reste couché ou quand je regarde par la fenêtre ceux qui sont dehors et que je rêve de pouvoir faire comme eux. Jacob est considéré comme handicapé à 50%. Pourtant, ses parents n'ont pas pu obtenir d'aide à domicile pour lui. Depuis 2022, il se relaie en télétravail à la maison. Vorwärts und rückwärts kommst du da. Jetzt. Jetzt. Ja. Wow, cool. Jacob. Il y a 2 semaines, j'ai interviewé la ministre de l'Éducation et de la Recherche. Je lui ai fait écouter la lettre que tu as enregistrée pour elle et elle t'a répondu. Je te montre. Ja, erstmal möchte ich sagen, lieber Jakob, wenn du auch zuschaust und zuhörst, ich kann dir versichern, wir sind dabei, wirklich kontinuierlich das Wissen, das wir über diese furchtbare Krankheit haben, auszubauen. Wir arbeiten mit den Wissenschaftlern zusammen, denn sie sind diejenigen, die ja auch die Erkenntnisse bringen und es sind alle hochmotiviert, um dir und allen anderen zu helfen und wir werden weiter daran arbeiten, das kann ich dir zusichern. La ministre a promis de débloquer des financements pour la recherche à hauteur de 15 millions d'euros, répartis sur 3 ans. Les patients atteints de Covid long en bénéficieraient aussi. Dans un tweet, elle annonce qu'elle souhaite ainsi soutenir l'étude des mécanismes pathologiques de l'EMSFC, faire progresser le diagnostic et le traitement de cette maladie grave et améliorer la qualité de vie des malades ainsi que de leurs proches. Nous venons de mettre en place une enveloppe budgétaire spéciale pour l'EMSFC. C'est une première. Il n'y avait jusqu'alors que des financements plus généraux. C'est une façon de donner un signal. Nous voulons soutenir spécifiquement la recherche sur cette maladie et faire comprendre aux chercheurs que pour le ministère, c'est un domaine important que nous voulons mettre en avant. J'ai vu et commenté ce tweet. J'y vois surtout un effet d'annonce. On n'a plus confiance. Pour dire les choses clairement, Mme Stark-Watzinger ne s'est pas illustrée ces dernières années dans le débat sur le Covid long. Elle n'a pas alerté sur l'urgence du problème. Elle n'a entrepris ni campagne de communication, ni aucun acte concret. Et maintenant, elle fait un tweet pour se féliciter d'avoir débloqué 15 millions sur 3 ans pour ce sujet qui lui tient à cœur, soi-disant. À mes yeux, ça manque de crédibilité politique, pour dire les choses de manière diplomatique. 5 millions d'euros par an pour financer des travaux sur l'EMSFC en Allemagne. Que permet de faire ce montant? Carmen Scheibenbogen sait combien la recherche peine à trouver des ressources. Les financements publics commencent à arriver, mais ils restent insuffisants. On a affaire à des maladies complexes. On sait par exemple qu'il va falloir tester différents médicaments qui ne seront pas tous efficaces en définitive. Rien que pour la sclérose en plaques, par exemple, il existe 16 médicaments autorisés. Dans le cas qui nous occupe, on en aura peut-être une trentaine à l'arrivée. Ça veut dire qu'il faudra en tester une centaine. Carmen Scheibenbogen dirige une série d'études dans le cadre du Covid long, dont une sur l'immunoadsorption. Le procédé testé élimine les auto-anticorps nocifs présents dans le sang du malade. Le plasma purifié est ensuite réinjecté. L'objectif est d'identifier les patients réceptifs et, à terme, de tenter de remplacer ce traitement complexe par des médicaments. On a sollicité plusieurs labos pharmaceutiques pour leur proposer de réaliser des essais cliniques sur l'EMSFC. La réponse est toujours la même. Les données disponibles ne sont pas assez probantes. Ça pourrait intéresser Roche ou Sanofi, pour n'en citer que 2, mais ils attendent qu'on ait des résultats plus tangibles.
Que seraient ces résultats plus tangibles? Que doivent fournir les chercheurs aux fabricants de médicaments pour qu'ils investissent dans le développement de nouvelles molécules? Aucun des responsables de grands laboratoires que nous avons contactés ne donne suite à notre demande d'interview. Nous décidons de nous rendre à l'école de finance et de gestion de Francfort pour discuter avec Afshin Ganjour, philosophe et spécialiste de l'économie de la santé. Il travaille notamment sur l'analyse coût-bénéfice et la fixation des prix des médicaments. L'industrie pharmaceutique a besoin d'études déjà relativement avancées sur les mécanismes pathologiques. C'est ce qui va lui permettre de tester des molécules pour les contrer, soit sur des modèles animaux, soit en laboratoire. Si le fonctionnement de la maladie est inconnu, elle ne saura pas quelle molécule tester pour tenter d'enrayer sa progression. En règle générale, les laboratoires ont donc tendance à attendre la publication d'informations plus détaillées sur ces mécanismes. C'est le serpent qui se mord la queue, car les chercheurs ne peuvent pas produire les données requises sans moyens financiers. Ils se tournent vers l'État pour lui demander d'investir dans la recherche et de créer des incitations pour l'industrie pharmaceutique. Afshin Ganjour nous donne un ordre de grandeur des sommes nécessaires. Statistiquement, il faut prévoir un investissement de l'ordre de 3 milliards d'euros pour mettre au point un nouveau médicament. Cette estimation repose sur un chiffrage des Instituts nationaux de la santé, les NIH, qui sont les institutions américaines compétentes pour la recherche biomédicale. Autrement dit, avec 15 millions d'euros d'investissement, on est encore loin de la mise sur le marché d'une nouvelle molécule. Aux États-Unis aussi, la recherche sur l'EMSFC est sous-financée, comme en témoignent les chiffres des NIH. On connaît la ventilation précise des fonds par maladie. En 2024, l'autorité américaine responsable de la recherche a investi pour 3,3 millions de patients atteints de l'EMSFC, 13 millions de dollars. En comparaison, pour 1 million de malades, elle a consacré 116 millions de dollars à la sclérose en plaques. Et pour le VIH, qui touche 1,2 million de personnes, le chiffre monte à 3,3 milliards de dollars. À titre personnel, ça me fait enrager. Aux États-Unis, on a des moyens illimités du moment qu'il s'agit de financer des armes. On vient de voter une augmentation du budget de la défense à hauteur de 26 milliards de dollars, soit la moitié du budget total des instituts nationaux de santé. Et on va commander une nouvelle série de sous-marins nucléaires dont chacun équivaut à lui seul à l'arsenal de la 6e puissance nucléaire mondiale. Si on en achetait 7 au lieu de 11, on pourrait doubler le budget des instituts nationaux de santé et donner un coup de fouet à la recherche sur les virus. Sans financement, pas de recherche. Sans recherche, pas de solution pour les patients. Nous contactons le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach. Nous voulons savoir s'il a un plan d'action pour déployer des traitements et des structures de soins adaptés dans des délais raisonnables. Malgré nos demandes répétées, impossible d'obtenir un entretien. Son service de presse nous fait savoir que le ministre s'est déjà largement exprimé sur le sujet. Les parents de Rosa doivent s'occuper de leur fille en permanence. La jeune malade en est réduite à se faire comprendre par des claquements de langue. Je suis là. Trop de bruit? Oui. Je ferme la fenêtre? Oui. Ok. Le plus exaspérant, c'est que chaque fois que Rosa consulte un médecin, il déclare qu'il n'a encore jamais vu ça.
que c'est un cas isolé. Mais je suis en contact avec d'autres malades. Rosa n'est pas un cas isolé. Je connais des parents dont les enfants sont alités depuis des années et qui n'ont jamais eu la moindre visite d'un généraliste. Rosa ne s'est jamais remise de son infection au coronavirus. On lui a diagnostiqué une maladie inflammatoire du cerveau, une neuropathie des petites fibres et une EMSFC. Ses parents doivent se coordonner pour régler chaque détail de son quotidien. L'état de la jeune fille a commencé à se détériorer alors même qu'elle bénéficiait d'un suivi médical. À l'époque, je crois qu'ils n'y connaissaient pas grand-chose. Ils nous ont conseillé de la placer dans un centre de rééducation fonctionnelle. On a bien demandé, c'est vraiment la solution pour la sortir de cet état d'épuisement? Oui, oui. C'était une question de confiance. On s'en est remis au médecin. Rosa a alors passé 4 longs mois dans cet établissement. Elle s'est battue parce qu'elle est disciplinée et qu'elle avait envie de guérir. Mais c'était une ado de 15 ans. Et à un moment, elle s'est dit, est-ce qu'il vaut mieux écouter ma tête ou mon ressenti pour guérir? Qu'est-ce que je dois faire? Cette rééducation consistait en un programme d'entraînement physique. Elle s'est rendue compte que c'était trop pour elle, mais rien n'y a fait. Un week-end, elle a fait des malaises post-effort à 3 reprises qui n'ont pas été pris en compte. Rosa s'est retrouvée par terre à ne plus pouvoir bouger, sans bouton d'appel d'urgence. Elle s'est aussi endormie sur les toilettes. Elle était dans un état lamentable quand on est allé la chercher. Elle ne tenait assise que 5 minutes et elle a fait l'entretien de sortie en fauteuil roulant. On avait hâte de partir parce que tout l'épuisait. Elle s'installait souvent dans la cuisine sur une chaise longue pour être un peu avec nous. Les rares fois où elle s'asseyait à table, elle avait du mal à soutenir sa tête. Il y a vraiment eu un avant et un après avec cette rééducation. Mais au moins, on profitait encore de sa compagnie. À un moment donné, ça a été fini. Elle ne pouvait plus manger à table avec nous. Elle avait besoin d'être au calme dans sa chambre. Elle n'était même plus capable de tenir un verre. Je lui ai donné à manger quelque temps, mais au bout d'un moment, même ça l'épuisait émotionnellement. J'ai donc arrêté aussi. Je peux encore lui préparer des plats qui lui font plaisir. J'essaye de le faire. Et je continue à cuisiner des choses qu'elle a envie de manger. Elle sait que ça vient de moi. C'est une façon de maintenir un lien, de garder le contact. Oui, je vais essayer de continuer. Ce qu'ont vécu certains patients en centre de rééducation est inimaginable. C'est un chapitre sombre de l'histoire de notre médecine et malheureusement, c'est encore d'actualité. Bon nombre de médecins connaissent le tableau clinique de l'EMSFC, ou du moins l'affirment, mais ils se réfèrent à des études obsolètes menées en Angleterre, qui ont soi-disant montré que l'activité physique aidait les malades à aller mieux. Je parle de l'essai PACE, qui est sans doute l'un des plus controversés dans le monde médical. Publiée en 2011, l'étude PACE est alors considérée comme l'une des plus solides sur l'EMSFC au Royaume-Uni. Mais elle souffre de biais méthodologiques. Les critères de diagnostic retenus pour le recrutement ont été mal définis, si bien qu'aucun participant n'était gravement malade. Depuis, ces résultats ont été remis en question. Ils penchent en faveur d'une réadaptation à l'effort, associée à des thérapies comportementales et cognitives. Il faut dire que l'essai était dirigé par 3 psychiatres. C'est un groupe de psychiatres très influents, qui possèdent un bon réseau.
Ils ont réalisé des études financées par le ministère britannique du Travail et des Retraites, ce qui constitue un énorme conflit d'intérêts. Tout ça est très politique selon moi. Si on peut prouver qu'une maladie est d'origine psychologique, les prestations auxquelles peuvent prétendre les patients diminués sont inférieures à celles auxquelles ont droit ceux qui souffrent d'un trouble organique. Ça intéresse beaucoup les compagnies d'assurance et les organismes de protection sociale, bien sûr. Et ça explique l'engouement pour cette étude dans le monde entier. Maigre consolation. Au Royaume-Uni, l'activation comportementale a été rayée des protocoles thérapeutiques. En Allemagne aussi, les directives de traitement ont été modifiées. Mais l'EMSFC est encore classé parmi les pathologies de la fatigue et les thérapies comportementales et cognitives ne sont pas récusées assez fermement. Que s'est-il passé? Alors que de nouvelles lignes directrices étaient en préparation, les sociétés de médecine psychosomatique, de psychiatrie et de médecine interne ont émis un avis divergent. Ce document remettait en question l'existence même du tableau clinique de l'EMSFC tel qu'on le connaît, y compris de l'intolérance à l'exercice. Ça veut dire qu'en Allemagne, de nos jours, il y a encore ce genre de préconisation qui circule, qu'un centre de rééducation va bien sûr pouvoir invoquer pour dire « c'est écrit là, on continue comme avant ». Comment expliquer l'absence de recommandations pour l'EMSFC? Et pourquoi les patients ne sont-ils pas protégés contre les traitements délétères? Nous adressons plusieurs demandes d'interview au président de la Société allemande de médecine générale et familiale, la DGAM, qui publie les lignes directrices. Sans succès. Nous avons bien reçu vos questions. Le professeur Scherer ne prendra pas position par écrit. Par principe, la DGAM ne répond pas aux questions tendancieuses. Nous vous souhaitons bonne continuation pour votre film. Cette maladie est tellement violente et extrême pour moi que j'ai du mal à trouver les mots pour en parler. J'étais alitée, mais j'ai dû me battre 9 mois pour obtenir une reconnaissance de dépendance. Mes interlocuteurs n'en voyaient pas la raison. On peut comparer l'EMSFC à de la torture. C'est une maladie sans pitié et on n'a aucune perspective de s'en sortir. Le pire dans l'EMSFC, c'est qu'on est exclu de sa propre existence. On n'a plus de vie. Le MSFC est tout simplement un impensé. Pour commencer, il n'existe en Autriche aucune donnée officielle sur le nombre de malades. Les diagnostics posés dans les cabinets médicaux n'apparaissent pas dans les statistiques. J'ai eu un entretien au ministère de la Santé où mon interlocutrice m'a dit qu'elle avait consulté le système et trouvé seulement 30 cas. 30 personnes concernées. De son point de vue, ce n'était donc pas un problème. On a les chiffres pour les États-Unis. Si on les transpose à la population autrichienne, on arrive au moins à 30 000 patients souffrant de MSFC. Comparez 30 000 et 30. Mila a 16 ans quand elle tombe malade en 2018. J'entends parler d'elle par sa mère, qui fait de la sensibilisation sur les réseaux sociaux. Après une nouvelle infection, sans doute au virus Epstein-Barr, l'adolescente, autrefois pleine de vie, se retrouve complètement dépendante.
Elle a eu 18 ans ce 6 novembre. Elle s'est levée une fois dans la soirée. Il faisait déjà nuit. On a éteint toutes les lampes pour qu'il fasse complètement noir dans la pièce, parce qu'elle avait déjà une forte sensibilité à la lumière. Elle est restée environ un quart d'heure avec nous au salon et elle a mangé un morceau de gâteau d'anniversaire. Mais c'est la dernière fois qu'elle a quitté sa chambre. Les premiers temps, on pouvait encore se parler. Et puis, ça a commencé à devenir trop fatigant pour elle. Un jour, elle nous a demandé de filmer sa main. Elle nous a montré quelques mouvements et on a noté à quoi ils correspondaient. Il y a une petite vingtaine de signes. Elle tapote, elle fait un geste latéral ou elle colle les doigts. Ça veut dire manger, boire, trop chaud, trop fatigant, crash, douleur. Des choses très élémentaires. On a voulu faire appel à des services de soins privés. Les prestataires qu'on a contactés se sont renseignés sur sa situation. Une responsable nous a d'abord dit qu'elle allait nous trouver quelqu'un. Mais quand elle a sollicité ses employés, elles ont toutes refusé, en disant qu'elles préféraient encore s'occuper des vieux. Ces jeunes très atteints, c'est trop lourd psychologiquement. C'est vite devenu assez effrayant. On se demandait si on allait pouvoir continuer à la nourrir. Malheureusement, en Autriche, aucun hôpital n'est en mesure d'accueillir de façon adéquate les patients atteints d'EM-SFC. Nous contactons Johannes Rauch, le ministre autrichien de la Santé. Nous voulons savoir quelle est la place de l'EM-SFC dans l'action de ses services, combien de personnes sont concernées en Autriche et quels sont les soins auxquels elles ont accès. Mais il n'a pas le temps de nous rencontrer. Son service de presse nous répond : en Autriche, ce sont les régions qui sont compétentes pour les soins à l'hôpital, par exemple pour le traitement en ambulatoire des patients atteints d'EM-SFC. C'est un peu provoque, mais vous l'avez devant vous, le système de soins pour l'EM-SFC en Autriche. Il n'existe aucune structure et personne ne compte en créer. Alors qu'on sait que les patients souffrent, que le Covid long a mis ses lacunes en évidence, que la littérature scientifique existe et qu'il suffirait d'écouter les gens qui décrivent leurs symptômes. Quand tu es livré à toi-même pendant des années, voire des décennies, c'est bien sûr extrêmement démoralisant. C'est à toi de faire toutes tes recherches. Pourquoi tes mastocytes s'emballent? À toi de trouver la réponse. Pourquoi tes nerfs périphériques se détériorent? À toi de trouver la réponse. D'où vient ton instabilité crânio-cervicale? À toi de trouver la réponse. J'ai aussi fait beaucoup d'investigations sur les médicaments, et notamment sur les fluoroquinolones. Et là, je suis tombée des nues. Rien que deux cachets, qui suffisent à effacer ta vie, ta famille, tes amis, tes loisirs, ton travail, ce qui faisait que tu étais toi, tes compétences, ce que tu as appris, ton être même.
2 cachets suffisent à effacer ton moi. Ne subsiste que l'enveloppe, le contour. Le reste n'est que gris délavé, entre 4 murs sombres. Si on réalisait une anamnèse médicamenteuse précise chez les patients atteints d'EM-SFC, on croiserait sûrement dans beaucoup de cas les fluoroquinolones, qu'on a prescrites comme des bonbons à partir des années 1980. Le plus gros scandale, en réalité, c'est le nombre de patients concernés. Stefan Pieper traite des patients du monde entier. C'est l'un des rares médecins à avoir étudié les effets indésirables graves de ces médicaments. Les fluoroquinolones, comme la ciprofloxacine et la lévofloxacine, sont ce qu'on appelle des antibiotiques de réserve, c'est-à-dire destinés à des cas exceptionnels et des usages ciblés. Aux États-Unis, elles servent à soigner certaines infections bactériennes graves, comme la peste ou la maladie du charbon. Mais en Europe, elles étaient encore récemment prescrites contre les infections urinaires, les sinusites ou les pneumonies. En 2016, à la suite d'un soupçon d'inflammation de la prostate, Sven Forstmann doit prendre de la lévofloxacine. Découvrant la liste inquiétante de ses effets indésirables, il arrête tout de suite le traitement. Il se voit alors prescrire de la ciprofloxacine. J'étais un jeune homme en bonne santé, maintenant je suis une épave. Les fluoroquinolones ont détruit une grande partie de ma vie. On empoisonne les patients à leur insu. On leur prescrit un poison en leur disant qu'il est bien toléré, mais c'est faux. Stefan Pieper milite pour la reconnaissance de la toxicité de ces médicaments. L'invalidité associée aux fluoroquinolones, en anglais FQAD, recouvre les symptômes suivants. Altération des mitochondries, les centrales électriques de nos cellules, lésion du collagène, décollement de la rétine, rupture des tendons ou de l'aorte et affection du tissu conjonctif, lésion du système nerveux central, y compris dans le cerveau, destruction de la flore intestinale, syndrome d'activation des mastocytes, enfin, lésion des nerfs périphériques ou neuropathie des petites fibres. Concernant la neuropathie des petites fibres, il faut dire qu'il s'agit d'un trouble plutôt rare et mal connu des neurologues. Je le constate régulièrement. Ils touchent de toutes petites fibres nerveuses. Si leur fonctionnement est perturbé, ça peut entraîner des troubles du système nerveux autonome. Par exemple, une paralysie de l'estomac, un dysfonctionnement des glandes sudoripares, ou encore un syndrome de Sjögren, une sécheresse des muqueuses. Il y a tout un spectre de manifestations possibles. Et beaucoup de patients sous fluoroquinolone connaissent les symptômes que je viens d'énumérer. Ce sont des symptômes horribles. Je parle d'expérience. Mais je ne crois pas que ce soit une maladie rare. Elle est fréquente, mais sous-diagnostiquée. C'est exact. Ça fait 2 ans que j'habite chez mes parents. Oui, ils doivent s'occuper de moi, alors qu'ils ont eux-mêmes une santé fragile et qu'ils sont presque octogénaires. C'est une situation difficile, sans issue pour l'instant, puisqu'aucune aide ne semble disponible. C'est à nous de nous débrouiller. Tout un pan de notre société est actuellement laissé à l'abandon. On ignore des groupes de patients entiers. Ils sont malades, mais pour l'assurance maladie ou pour les caisses de retraite ou d'invalidité, ils n'ont droit à rien, ni pension, ni aide, ni allocation chômage, parce que leur tableau clinique est complètement ignoré. C'est proprement scandaleux. Sven Forstmann a porté plainte contre ses 2 médecins traitants pour faute professionnelle et défaut d'information. Sans succès. Le tribunal n'a pas reconnu non plus le lien entre les fluoroquinolones et son état. Après avoir réclamé 300 000 € de dommages et intérêts, il a accepté un règlement à l'amiable à hauteur de 15 000 €.
C'est le laboratoire Bayer qui a mis au point les fluoroquinolones dans les années 1970. Voici ce qu'il nous écrit. Le profil bénéfice-risque des fluoroquinolones de Bayer reste positif si elles sont utilisées conformément à leur indication. L'entreprise assure informer régulièrement les prescripteurs. Aux États-Unis, cela fait déjà 20 ans que les effets secondaires graves des fluoroquinolones sont connus et pris en compte. La FDA, l'Agence américaine du médicament, a fait ajouter en 2008 un avertissement sur les notices sous la forme d'un encadré noir. Je me rends dans une pharmacie de Boston pour en savoir plus. Il y a bien un avertissement? Oui, en effet. Vous nous le montrez? Volontiers. En l'occurrence, on a beaucoup de textes des deux côtés. Et l'avertissement est là, en haut. Quand on délivre un médicament portant cet encadré, on doit le signaler au patient et lui détailler les événements indésirables qui peuvent survenir. L'avertissement met en garde contre des effets secondaires graves et potentiellement irréversibles. Tendinite et rupture du tendon, neuropathie périphérique ou encore effets sur le système nerveux central. En Allemagne, ces médicaments sont vendus sans cet encadré. Ça me surprend beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un risque non négligeable. Le patient devrait en être informé. Ce n'est pas normal qu'il ne le soit pas. Il faut attendre 2017 pour que le BfArM, l'Institut fédéral allemand des médicaments et dispositifs médicaux, initie une procédure de réexamen des risques auprès de l'Agence européenne des médicaments. Celle-ci recommande sans attendre des restrictions à l'utilisation des fluoroquinolones. Si on tient compte du nombre élevé de prescriptions, les effets indésirables au niveau individuel sont bien sûr graves pour les patients, mais ils restent dans l'ensemble très rares à l'échelle du nombre de personnes concernées. On estime quand même que sur 1,2 million de prescriptions, il y a 40 000 cas par an. Ce n'est pas rien. Non, et c'est pour ça qu'on est intervenu. Dès 2018, le BfArM adresse un courrier à tous les cabinets médicaux d'Allemagne. Il attire l'attention sur les effets délétères des fluoroquinolones et sur la restriction de leurs indications. Le nombre de prescriptions reste cependant élevé, à tel point que les médecins reçoivent un rappel à l'été 2023. Vous me demandiez si moi-même je prendrais un de ces médicaments. Ça m'est arrivé par le passé, mais je ne le referai pas. À l'heure actuelle, il est impossible de savoir si les dommages causés par les fluoroquinolones pourront un jour être guéris. Je connais des patients qui sont morts, qui se sont parfois suicidés, dévastés par ces symptômes intolérables. Tout manque, l'information, les traitements, la recherche, la reconnaissance, l'accueil des malades. C'est la même tragédie qu'avec l'EMSFC et le Covid long. Automne 2023. Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, convoque médecins, chercheurs, assureurs, représentants des patients et responsables politiques à une table ronde sur le Covid long. Conscient de la détresse des malades, il veut faire le point sur les mesures à prendre. Das ist eine Erkrankung, eine organische Erkrankung. Es ist also keine Erkrankung der Psyche im Sinne, dass das organisch alles in Ordnung wäre, wo wir die Grundlagen auch immer besser verstehen. Zum Beispiel wissen wir, dass bei vielen Long-Covid-Patienten noch Virusreste im Körper sind. Und wir wissen, dass die Gefäße sehr stark beschädigt werden bei Long-Covid. Also man geht auch davon aus, dass das ein Risikofaktor ist für eine spätere Demenzerkrankung. Somit wir wissen sehr viel. Bis wir das aber umgemünzt haben in ein therapeutisches Konzept, werden noch ein paar Jahre vergehen. Und bis dahin können wir
die Betroffenen nicht unbehandelt lassen. Concrètement, le ministère décide d'autoriser dans le cadre du Covid long l'utilisation hors indication de médicaments existants déjà autorisés pour d'autres maladies. Mais aucun calendrier précis n'est fixé. Aujourd'hui, beaucoup d'espoir repose sur le BC007. L'ophtalmologue Bettina Auberger de l'université d'Erlangen a découvert un peu par hasard que ce médicament semblait atténuer les symptômes du Covid long. Appartenant à la classe des aptamères, il est capable de se lier aux auto-anticorps nocifs et de les éliminer. Le BC007 est à l'origine un médicament pour le cœur mis au point par Berlin Cures, une entreprise de biotechnologie fondée en 2014 par Johannes Müller. Ce dernier souhaite que la molécule soit autorisée dès que possible pour le traitement du Covid long. Mais de coûteux et longs essais cliniques sont nécessaires. Budget estimé, 30 à 50 millions d'euros qui devront venir du privé. L'État ne mettra pas la main à la poche. On a eu des discussions au plus haut niveau avec M. Lauterbach et tous les ministres possibles. Mais on n'a rien obtenu. Donc les choses avancent, mais lentement. Les ressources sont limitées et il faut convaincre d'autres acteurs de mettre des fonds à notre disposition ou d'investir dans l'entreprise. Initialement, une étude sur le BC007 devait inclure des patients qui avaient été atteints d'EM-SFC avant la pandémie de Covid. Un groupe de malades dont je faisais partie avait monté une campagne de financement et récolté environ 270 000 €. Mais ces dons dorment depuis 2022 sur le compte d'une fondation de l'université d'Erlangen, car la substance active n'a pas pu être mise à disposition. L'étude, finalement lancée à l'été 2023, porte uniquement sur des patients atteints de Covid long. Elle se déroule dans 12 centres de recherche en Europe, notamment à l'hôpital de la Charité à Berlin. Ni les participants ni les chercheurs ne savent qui fait partie du groupe sous traitement et du groupe placebo. Mon grand espoir, c'est qu'on arrive réellement à traiter un sous-groupe de patients souffrant de Covid long et qu'on trouve une substance active efficace afin de pouvoir vraiment aider les gens. C'est une affection qui cause des souffrances considérables. J'espère aussi qu'on pourra identifier les malades chez lesquels le médicament n'est pas efficace et comprendre pourquoi. Par exemple, parce qu'ils n'ont pas d'auto-anticorps. Pour mettre en évidence l'action des auto-anticorps dans le cerveau, des anticorps humains purifiés, provenant du liquide cérébrospinal d'une patiente atteinte de Covid long, sont déposés sur une tranche de cerveau de souris. Quand les anticorps attaquent le cerveau, les effets peuvent être variés. Crise d'épilepsie, brouillard cérébral, voire altération de la personnalité. Si ça se passe au niveau du tronc cérébral, trouble du sommeil ou de la mémoire et perte de conscience. Cette zone ici est l'hippocampe de la souris, un centre important de la mémoire. On voit que les anticorps réagissent fortement au contact du tissu cérébral. Ça veut dire qu'une réaction inflammatoire peut se produire dans ces zones du cerveau. Par chance, tous les anticorps ne provoquent pas immédiatement de dommages irréversibles. Certains n'entraînent dans un premier temps qu'une perte de fonction. Si on les élimine rapidement avant que les cellules nerveuses soient atteintes, le cerveau peut se remettre. C'est pourquoi il faut diagnostiquer et traiter au plus tôt la maladie. Malheureusement, la plupart des personnes concernées ne bénéficient pas d'un diagnostic précoce. Et on ignore encore si et quand le BC007 sera autorisé. En attendant, les malades au désespoir se renseignent sur des traitements dans le monde entier. C'est en effectuant des recherches qu'Assad Khan apprend l'existence de l'aphérèse HELP, une méthode de filtration du sang. Et il tente sa chance malgré le coût élevé du procédé, bien sûr non remboursé.
J'ai entendu parler du docteur Beate Jäger à Mülheim, en Allemagne, qui traitait les personnes atteintes de Covid long par aphérèse. Je ne connaissais pas ce traitement. Tout ce que je savais, c'est qu'il consistait à laver le sang. J'étais tellement désespéré que j'ai décidé d'essayer. Je me suis donc rendu à Mülheim. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec le docteur Jäger. Elle m'a branché sur la machine à aphérèse. Mon sang était noir. En voyant ça, j'ai compris pourquoi j'étais dans cet état. Des caillots empêchaient le sang de transporter l'oxygène et les nutriments vers les tissus. Voilà pourquoi tout allait de travers. Et tout le corps était touché, c'était logique. J'ai refait plusieurs cycles et mon sang a commencé à changer de couleur, à redevenir rouge. Son taux d'oxygène a progressivement augmenté et j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans ma tête. Je pouvais à nouveau réfléchir. Il y avait de la place dans ma poitrine. Je pouvais vraiment respirer. Je tiens à souligner que, comme tous les traitements, l'aphérèse ne fonctionne pas pour tout le monde. Elle m'a beaucoup aidé, mais je connais d'autres patients sur qui elle n'a eu que peu ou pas d'effet. D'ailleurs, je ne suis pas guéri, mais j'ai constaté une amélioration très appréciable. En Autriche, il n'existe toujours pas de centre de référence pour les personnes atteintes d'EM-SFC. Quant aux quelques services ambulatoires spécialisés dans le Covid long, ils ont tous fermé, y compris à l'hôpital général de Vienne. Et ce, à la demande de Thomas Berger, neurologue et ancien président de la Société autrichienne de neurologie. Bien sûr, il y a des gens qui présentent des troubles persistants longtemps après une infection au SARS-CoV-2. Mais en Autriche, à ma connaissance, les statistiques de l'assurance maladie montrent un changement radical par rapport aux arrêts maladie déclarés il y a encore un an. Ils sont en nette diminution. Officiellement, il ne reste peut-être pas qu'une poignée de patients à l'heure actuelle, mais en tout cas de moins en moins qui sont touchés par un syndrome post-Covid de longue durée. Et c'est une bonne chose. La maladie n'est comprise que si l'on crie de douleur. Mais cette maladie nous empêche de crier. En 2021, quand Judith a fait une réaction grave au vaccin anti-Covid, on a déposé une demande d'indemnisation auprès de l'État autrichien. On vient seulement d'obtenir une réponse en 2023. La conclusion, c'est que Judith se voit attribuer un diagnostic F, c'est-à-dire un diagnostic psychologique que personne n'a jamais établi auparavant, ni médecin, ni neurologue. Il faut croire ces personnes. Elles sont extrêmement atteintes et doivent être traitées avec la même dignité et le même respect que les patients souffrant d'autres maladies. On observe une stigmatisation terrible. Lors du déploiement des vaccins anti-Covid, je pense qu'il aurait fallu jouer carte sur table. Expliquer que ces campagnes étaient organisées dans l'intérêt de la santé publique en un délai très court et permettre à tout un chacun de faire remonter un problème survenu à la suite de la vaccination et d'être écouté, sans crainte d'être montré du doigt. Les groupes pharmaceutiques qui ont gagné des milliards dans l'opération auraient dû être obligés de créer un fonds de solidarité. Judith n'a pas pu faire reconnaître son syndrome post-vaccinal. Selon les autorités de santé, il n'y aurait aucun lien entre le vaccin contre le Covid et l'apparition du tableau clinique de l'EM-SFC.
Parallèlement, elle s'épuise en démarches auprès de l'organisme qui doit renouveler son allocation de soins et en fixer le montant. Concrètement, il est quasi impossible d'obtenir une allocation de réadaptation avec un diagnostic d'EM-SFC. Beaucoup de patients tentent la démarche, mais sauf action en justice, je ne connais pratiquement personne qui ait obtenu satisfaction. Ces gens se battent avec une maladie de merde, pardonnez-moi l'expression, qui les empêche de vivre normalement. Et en plus, ils s'entendent dire qu'ils font semblant ou qu'ils sont fainéants. Ça rend les choses encore plus difficiles. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait beaucoup de suicides parmi ces patients. Ils sont confrontés à des médecins qui leur disent qu'ils n'ont rien, ou alors à des gens comme moi qui ne peuvent pas les traiter comme il faudrait. Ce manque de perspective auquel s'ajoute l'enlisement de la recherche et l'absence de soutien est vraiment lourd à porter. Il y a quelque temps, j'ai rejoint par précaution une association d'aide à la fin de vie. Beaucoup de patients meurent, soit à cause de leur maladie et sans avoir pu bénéficier de soins palliatifs, soit parce qu'ils choisissent le suicide. De nombreux messages nous parviennent en ce sens. En voici un. Bonjour à toute l'équipe du film. Ma fille Noémie, qui ne demandait qu'à vivre, a mis fin à ses jours en avril, après avoir enduré des années de souffrance. Elle ne pouvait pratiquement plus manger ni boire et supportait à peine de rester allongée. Sa maladie remontait à 2009 et son état se dégradait en continu depuis 2017. Noémie aurait voulu participer à votre documentaire, dans l'espoir que d'autres malades reçoivent enfin de l'aide. Nous avons besoin d'un changement de paradigme. Il faut arrêter de partir du principe que ces patients ont des problèmes psychiques. Et nous devons rassembler les meilleurs spécialistes pour faire progresser la recherche, comprendre la maladie et renouveler l'approche thérapeutique. Personne n'aborde ces affections de manière globale. Pourtant, l'EM-SFC, le STOP, la maladie de Lyme, la fibromyalgie, les effets indésirables des fluoroquinolones, les dommages causés par les vaccins et le Covid long touchent le corps tout entier. Il faut appréhender l'organisme dans son ensemble si l'on veut reconnaître et soigner ces maladies. Pour moi, c'est une pierre d'achoppement de la médecine occidentale. Depuis environ 10 ans, je constate que les choses ne vont que dans un sens, l'aggravation. Je me demande d'où pourrait venir le miracle qui rendrait cet état réversible et qui me permettrait de voir à nouveau une lueur au bout du tunnel. Maeve est morte de dénutrition parce que les médecins ne l'ont pas cru. Son père, le journaliste Sean O'Neill, a tenu à rendre public ce drame. Avec Sarah, la mère de Maeve, il a demandé une enquête sur les circonstances de la mort de la jeune fille. Quand je vois le peu de choses qu'on a appris sur l'EM-SFC au fil des années, je crains qu'une enquête judiciaire n'ait pas grand effet. Je suis plutôt sceptique. Je veux que cette enquête ait lieu, qu'on en parle, et que le grand public apprenne ce qui s'est passé, avec l'espoir de faire bouger les choses. Mais une partie de moi n'y croit pas vraiment. Comme elle savait que sa fin était proche, elle a pris ses dispositions. C'est une démarche extrêmement dure pour tout le monde, mais plus encore quand on est une jeune femme qui n'a pas envie de mourir. C'est elle qui a choisi ce que deviendrait son corps après son départ.
Elle voulait être inhumée en pleine nature, sans cérémonie funéraire. Elle aurait apprécié la beauté de ce lieu, car elle avait le sens du beau.